何よりまず被害を訴えられている方々に対して深くお詫び申し上げます。怖いし守れないなっていうのはありますね。今でも大好きですよ。 He's got. Parfois, dans notre travail de vidéaste, il y a des vidéos, des thèmes qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Cette vidéo en fait clairement partie. Je vous avoue, j'ai pas mal hésité à vous en parler parce qu'à l'heure actuelle, je peux pas être totalement sûr que parler de cette affaire sur YouTube ne risque pas de me retomber dessus. Travaillant moi-même, vous le savez, dans le milieu entertainment, le milieu des médias japonais. Mais c'est également parce que cette affaire, qui est, vous allez le voir, une des pires affaires auxquelles le Japon a eu à faire face, me touche en quelque sorte indirectement, que je ressens un peu au fond de moi le devoir, en quelque sorte, la nécessité de vous en parler. C'est une affaire qui est en train d'éclater au moment même où je vous parle depuis à peine quelques semaines, et je peux déjà vous affirmer que son impact sera équivalent, pour ne pas dire pire, que l'affaire Weinstein, le fameux hashtag MeToo qui a embrasé Hollywood il y a de ça quelques années. Je tiens d'ailleurs également à prévenir les plus sensibles d'entre vous, parce qu'on va parler de choses extrêmement dures dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est une vidéo qui risque certainement d'être démonétisée par YouTube, donc n'hésitez pas à me soutenir en la repartageant, en y laissant un like, un commentaire. C'est pas des choses que je demande souvent, mais là, clairement, je pense qu'on risque d'en avoir besoin. Donc sur ce, écoutez, on ne perd pas plus de temps, entre boys band, manipulation, dérives sectaires ou encore actes sur mineurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus gros scandale du show business japonais, l'affaire Johnny Kitagawa. Alors, pour commencer, et surtout pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut tout d'abord remonter un peu dans le temps, 60 ans en arrière pour être exact, en 1962. C'est à cette époque que John Hiromu Kitagawa, plus communément appelé Johnny Kitagawa, un homme japonais né à Los Angeles en 1931 mais qui était revenu vivre au Japon depuis, décide de former et manager un groupe de jeunes chanteurs qu'il avait rencontré par hasard dans le parc Yoyogi, un groupe qu'il nommera très sobrement The Johnnies. Bon, effectivement, il n'a pas été cherché extrêmement loin pour le nom. Mais ne vous fiez pas à leur nom, parce que The Johnnies, qui était donc un des premiers groupes à mélanger des chorégraphies entraînantes et un chant très porté sur la pop, sera au final rapidement un succès. Ce qui va d'ailleurs amener Johnny Kitagawa à vouloir réitérer l'expérience. Et c'est ainsi qu'à peine quelques années plus tard, après la séparation des Johnnies premiers du nom, Johnny produira le groupe Four Leaves, qui encore une fois rencontrera un succès flamboyant durant toutes les années 70, un succès qui donnera d'ailleurs à Johnny Kitagawa une place marquée et de plus en plus importante sur la scène médiatique japonaise, ce qui l'amènera à créer de plus en plus de groupes, chacun avec leur propre style, leur propre image, groupes dont le succès ne cessera de continuer de croître. Le modèle des Johnnies était né. Parce que oui, aujourd'hui, si vous vous intéressez un minimum à la musique japonaise, lorsqu'on vous dit Johnnies, vous pensez directement à ces boys bands japonais dont les membres sont à la fois danseurs, chanteurs, mais également acteurs, présentateurs télé. Enfin voilà, clairement aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le succès des groupes de Johnnies, ça a été un phénomène culturel majeur au Japon. Et à ce niveau-là, s'il y a bien une chose qu'on peut pas retirer à Johnny Kitagawa, c'est d'avoir eu avant tout le monde une vision très concrète de ce qu'allait devenir le milieu des médias japonais et d'avoir su être précurseur dans ce domaine. Que ce soit Hikaru Genji, SMAP dans les années 80, Kinky Kids, V6 ou encore Arashi dans les années 90. Arashi qui détient encore d'ailleurs aujourd'hui un record du monde du plus grand nombre de CD vendus au niveau mondial en 2019, devant Taylor Swift ou encore BTS, avec plus de 3,3 millions de ventes. C'est absolument colossal. Sans parler des années 2000 où on a vu apparaître des groupes comme Heisei Jump, News, Cattoon, Kanjani Hey, Kiss My Feet. Et je vais m'arrêter là, mais il faut bien comprendre que l'agence Johnnies, c'est une vingtaine de groupes, des dizaines d'artistes, tous figurant parmi les plus populaires au Japon, et une école comptant des milliers de jeunes enfants rêvant tous de devenir la prochaine idole japonaise. Par exemple, pour bien comprendre l'impact qu'ont les Johnnies sur la scène médiatique japonaise, dites-vous que sur une semaine, c'est plus d'une centaine d'émissions de télé dans lesquelles apparaissent au moins un artiste Johnnies, quand l'émission n'est pas directement présentée par un Johnnies. Rien que de mon côté, l'émission Amazing Punk dans laquelle j'ai chanté tous les mois pendant presque 3 ans, c'était présenté par les membres de V6. Ou encore Songs of Tokyo dans lequel j'étais chroniqueur pendant plusieurs années, là aussi c'était présenté par Murakami Shingo, un des membres du groupe Kanjani 8. Et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les artistes Johnnies ils se contentent jamais simplement de leur carrière musicale, ce qui fait que la plupart ils font aussi partie des acteurs les plus populaires, étant très souvent en tête d'affiche des séries télé et des grosses productions cinématographiques. Et forcément, tout ça, ça fait de Johnnies encore aujourd'hui l'une des sociétés, pour ne pas dire la société la plus puissante sur le marché culturel et le marché des médias japonais. Et surtout, ça fait de Johnny Kitagawa l'homme le plus puissant du milieu, considéré autant par les membres et artistes de sa société que par une bonne partie de la population au Japon comme un véritable dieu. He's got. Mais
comme l'histoire a pu nous montrer à plusieurs reprises, trop de pouvoir dans la main d'un seul homme, ça peut conduire au pire. Première rumeur. Malgré les informations récentes, sur lesquelles je vais revenir juste après, qui pourraient laisser penser que personne n'était au courant des agissements de Kitagawa pendant toutes ces années, vraiment, quand tu regardes les infos, t'as presque l'impression que les gens sont surpris de découvrir toute la vérité. Il faut savoir qu'en réalité, Kitagawa, il avait déjà été accusé plusieurs fois par le passé. Tout d'abord en 1988, là c'est un des anciens membres de Four Leaves, le deuxième groupe que Kitagawa avait créé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui révélera dans son livre Hikaru Genjie que Kitagawa aurait profité de son statut et pratiqué du harcèlement sexuel sur les juniors de l'agence à l'époque. Et je reviendrai rapidement sur la notion de juniors juste après, mais, alerte spoiler, c'est encore pire que ce que vous pensez. Ensuite, c'est en 1996 que Hiramoto Junya, un autre ancien Johnny's, dévoilera lui dans son livre Johnny's no Subete Shonehai no Yagata, qu'on traduira par Tout sur les Johnny's, le temple de l'amour envers les jeunes garçons, tout est dit, avoir été témoin de Kitagawa forçant un des garçons du groupe à avoir des relations sexuelles avec lui dans les dortoirs de l'agence. Elle est vraiment pas facile cette vidéo. Et rien que là, je pense que vous dites la même chose, mais on pourrait déjà se dire que c'est suffisant, non? Alors, c'est pas suffisamment grave pour au moins démarrer ne serait-ce qu'une enquête sur le bonhomme. Mais écoutez, il ne faut pas sous-estimer Kitagawa, qui déjà à ce moment-là était suffisamment puissant pour ne pas être affecté par de telles rumeurs ou accusations. Non, en réalité, là où les quelques accusations qui avaient pu être faites jusque-là ne semblaient qu'être de simples coups d'épée dans l'eau, en réalité c'est en 1999 que sera réellement porté le premier véritable coup à Kitagawa, lorsque le journal hebdomadaire japonais Shukan Bunshin publiera un énorme article en 10 parties, où pas moins d'une douzaine de jeunes garçons recrutés par la Johnny's, sous couvert d'anonymat, accuseront Kitagawa de harcèlement sexuel, ainsi que de perversion, laissant les mineurs de l'agence fumer et boire de l'alcool. Et donc enfin, on y est! On a là un véritable coup de massue porté à Kitagawa. L'article est vite repris par le reste des médias, jusqu'à obtenir une couverture internationale, suivi même par le député du Parlement lui-même, qui déclara vouloir examiner les enquêtes déjà menées sur Kitagawa. Donc tout est là, les accusations, les témoins, les enquêtes, c'est du pain béni. Clairement, il n'y a plus qu'à l'attraper. Enfin ça, c'est ce qu'on aurait peut-être pu penser si on avait fait face à quelqu'un d'autre. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Johnny Kitagawa, tu l'as pas aussi facilement que ça. Et au final, même s'il recevra bien un avertissement en ce qui concerne la consommation de cigarettes et d'alcool des mineurs dans l'agence, du style « Oulala, attention, c'est pas bien !» Aucune accusation de harcèlement sexuel ne sera au final retenue contre Kitagawa, qui comme défense dira tout simplement qu'il nie toute accusation, sans blague, et que ceux qui ont témoigné contre lui sont juste des gens qui avaient échoué et qui étaient jaloux de la réussite des autres. Ouais, il s'en est vraiment tiré juste avec ça. Et c'est même pire d'ailleurs, parce que non satisfait de s'en être tiré indemne, non, lui il ira même jusqu'à attaquer en justice le journal en question pour diffamation. Procès qu'il gagnera d'ailleurs, condamnant en 2002 le journal à verser pas moins de 9 millions de yens à Kitagawa. Jugement qui au final sera refuté en appel, mais je pense que vous comprenez maintenant avec tout ça à quel type de personnage on a affaire. Kitagawa déjà à ce moment-là il était tellement puissant qu'il en était devenu totalement intouchable. C'est-à-dire que l'empire qu'il avait bâti ces 40 dernières années, que ce soit sa société, les talents qui en font partie, qui représentent une grande partie du paysage audiovisuel japonais, les différents médias qu'il contrôlait officiellement, officieusement, il y avait tellement de gens et de milieux dans tous les domaines qui étaient en quelque sorte dépendants de Kitagawa, que tout ça a amené à renforcer de plus en plus son armure médiatique. Cette dépendance faisant que personne ne pouvait réellement lui faire face. Parce que le moindre journal, la moindre chaîne qui oserait parler en mal de Johnny, il serait automatiquement blacklisté par celui-ci. Ce qui signifie plus d'interviews des artistes, plus d'émissions, plus de passe-presse, et donc un énorme déficit financier pour le média en question. Et bien sûr, ajoutons à ça que l'échec total qu'aurait été la tentative de procès contre lui, fera qu'il continuera sa vie tranquillement, enchaînant les succès avec des nouveaux groupes comme Cartoon, Heisei Jump, ou encore Kiss My Fits. Kiss My Fits que je connais d'ailleurs depuis un peu avant leur début, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon expérience d'idol au Japon. Enfin voilà, pour tout vous dire, Kitagawa il recevra même en 2011 2 records du monde en tant que producteur, pour le plus grand nombre de singles produits et le plus grand nombre de concerts produits. Jusqu'au bout, il sera le roi du monde, vénéré par tous comme le producteur de génie qui avait donné ses lettres de noblesse au show business japonais et asseyant ainsi sa domination totale sur ce marché avant de s'éteindre en 2019 d'une rupture d'anévrisme cérébral à l'âge de 87 ans. D'ailleurs, en ce qui concerne son décès, on peut y voir encore une fois une bonne représentation de l'emprise qu'il exerçait, ce sera un véritable deuil national. Les journaux télévisés ils parleront que de ça pendant des jours, des semaines, chaque artiste de la société de Johnny's étant amené à s'exprimer sur le sujet. On entendra de la part de la majorité des discours faisant l'éloge d'un homme bon, un homme grand, qui aura passé sa vie à réaliser les rêves de tous ces jeunes, devenus aujourd'hui des artistes reconnus. Et vous vous en doutez, aucune mauvaise critique ne sera émise contre lui, que des éloges,
des compliments, des discours pleins de respect et de tristesse face à la disparition de l'homme derrière les artistes. Il sera d'ailleurs organisé le 4 septembre de la même année au Tokyo Dome, un immense événement à la gloire de Kitagawa, réunissant pas moins de 3500 personnalités issues du milieu des médias ou même du milieu politique, ainsi que pas moins de 88 000 personnes venues lui faire un dernier adieu. Et vous savez le plus fou dans l'histoire ? C'est qu'au final, il aura fallu attendre son décès pour que les langues se délient enfin et que l'on apprenne la vérité sur ce qui s'était réellement passé durant toutes ces années. Et croyez-moi que la vérité en question, personne n'y était préparé. Ou tout du moins, pas à ce point-là. Mais avant toute chose, revenons un instant sur un sujet très important et surtout nécessaire pour bien comprendre la suite, la relation entre Kitagawa et les juniors. Kitagawa et les juniors. Pour bien comprendre comment les faits qui sont reprochés à Kitagawa ont pu se dérouler, genre comment on a pu en arriver là, il faut d'abord bien comprendre comment fonctionne le système des boys bands de la Johnny's. Pour faire simple, Kitagawa il a très rapidement compris que plus t'entraînes quelqu'un à partir d'un jeune âge, plus il sera performant dans les différents domaines comme le chant, la danse ou même l'acting, et surtout plus vite tu pourras le mettre sur le devant de la scène. Les personnalités jeunes étant, vous le savez, très appréciées en Asie, ce qui est également le cas au Japon. Et c'est donc comme ça que Kitagawa va mettre en place via la Johnny's tout un système de recrutement en plusieurs étapes pour créer les groupes d'artistes les plus performants possibles. Il y a tout en bas une première phase de recrutement où on va faire passer des castings à des jeunes enfants, casting desquels sont sélectionnés les meilleurs, qui eux deviendront ainsi ce qu'on appelle les juniors. Et donc une fois que t'es devenu juniors, c'est là que tu rentres réellement, on peut le dire, dans le cercle fermé de la Johnny's. Parce que même si certains peuvent continuer à suivre une éducation plus ou moins classique, tout en faisant la formation de Johnny's à côté, la plupart ils finissent tout de même par se retrouver dans une école privée et spécialisée. Et tout ça, ça s'accompagne bien sûr de la formation de Johnny's en elle-même, qui consiste à former les juniors en chant, en danse, comédie. C'est une formation qui est ultra rigoureuse, de laquelle ne ressortiront que les meilleurs. Meilleurs qui, dans un premier temps, auront l'honneur de pouvoir participer à des tournages de films ou de dramas, à des événements officiels, des concerts, même d'être danseurs pour les groupes déjà en place lors de leurs performances sur scène ou à la télévision. Et c'est parmi les meilleurs des meilleurs, en quelque sorte, que seront choisis ceux qui deviendront les membres du prochain véritable groupe de la Johnny's. Et tout ça, c'est vrai que, surtout quand t'es jeune, ça fait un peu rêver. Et donc là, on peut déjà pointer quelque chose de vachement important, c'est que ce système, malgré tout ce qu'il peut apporter de bon en termes de formation et début de carrière, il est aussi la première pierre de l'emprise que Kitagawa aura sur les jeunes. Parce que, imaginez-vous une seconde, quand t'es junior, t'as des rêves plein la tête. Tu sais que t'es qu'au début de l'aventure, mais tu sais que si tu te débrouilles bien, tu peux devenir la prochaine star. Surtout que les stars en question, les stars qui ont réussi, elles sont juste là, tu les vois. Tu sais qu'elles existent et qu'elles étaient au même stade que toi juste avant. Elles ont vécu littéralement la même chose que toi. Donc tu sais qu'il faut juste que tu te donnes à fond, que tu donnes le meilleur de toi. Et surtout, tu fais tout pour être bien vu par tes supérieurs. Et donc, par Kitagawa lui-même. Et ça, c'est d'autant plus vrai que Kitagawa, c'est pas le genre de PDG qui reste tout en haut de sa tour d'ivoire pour gérer sa compagnie via son bureau. Non, pour le coup, il est tout le temps là. Il est littéralement partout, que ce soit aux auditions, aux répétitions. Il a un œil sur tout le développement de ces jeunes graines de stars. Et surtout, malgré le fait que forcément, il n'est pas seul décisionnaire des choix faits par la compagnie, encore une fois, c'est une des plus grosses compagnies du secteur, tout seul, ce serait totalement ingérable, il n'en reste pas moins celui qui a le véritable dernier mot. Donc pour faire simple, si Kitagawa dit qu'un jeune reste, il restera, et s'il dit qu'un jeune dégage, il dégage. Et ça là, croyez-moi que les juniors, ils en sont très conscients, ce qui les amène, comme dit tout à l'heure, à tout faire pour être bien vus, pour ne pas dire pour être aimés par Kitagawa, qui est pour eux la seule personne qui a le pouvoir de les amener à concrétiser leurs rêves, rêves pour lesquels ils se donnent à fond tous les jours. Et vous voyez ce système-là, qui amène en quelque sorte à laver le cerveau des jeunes pour qu'ils fassent exactement ce que le gars au-dessus veut qu'ils fassent, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Ça vous rappelle rien ? Parce que je vous avoue que personnellement, ça me fait quand même un peu beaucoup penser à une forme de dérive sectaire, avec un grand gourou qui promet une vie pleine de bonheur à des victimes qui ne jurent que par lui et sont prêtes à tout pour le satisfaire. Alors attention, je ne dis pas qu'il s'agit d'une secte, c'est certainement pas le cas d'ailleurs. Mais le système en lui-même, on peut pas non plus nier que ça s'en rapproche un petit peu. Surtout quand on apprend via certains témoignages que certains parents, qui étaient pourtant au courant de tout ce qui se passait, poussaient tout de même leurs propres enfants à continuer, en leur disant qu'il fallait juste prendre sur soi, que c'était pas si grave si ça leur permettait par la suite de pouvoir devenir des stars. Et je vous avoue qu'en tant que jeune papa, cette partie des témoignages m'a clairement donné envie de vomir. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des témoignages, il est à présent temps pour nous de rentrer dans le vif du sujet. 2023. Les langues se délient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis l'échec du procès en 2002, et donc jusqu'à sa mort en 2019, plus aucune accusation n'avait été mise envers Kitagawa. On entendait bien de temps en temps des petites
rumeurs voilà, qui ressortaient, mais les gens n'y voyaient là que des réédits, des vieilles accusations qui avaient été faites et desquelles il s'était déjà défendu auparavant, ce qui fait que Kitagawa a pu finir sa vie tranquillement sans n'avoir jamais à répondre de ce dont on l'accusait. Mais donc vous vous demandez certainement pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que là depuis quelques semaines, l'affaire de harcèlement sexuel de Kitagawa sur les jeunes recrues de la Johnny's, elle est revenue de manière assez impactante sur le devant de la scène médiatique, au point d'être déjà considéré comme le plus gros scandale de la décennie, pour pas dire des 50 dernières années au Japon, tellement les accusations qui sont faites sont extrêmement lourdes et surtout extrêmement choquantes. Dans un premier temps, c'est la BBC qui va publier le 7 mars de cette année un documentaire complet nommé Predator, le scandale secret de la J-pop, dans lequel le journaliste Mobin Hazar revient sur les différentes accusations faites par le passé envers Kitagawa et va jusqu'à interviewer des anciens Johnny's et Johnny's Junior pour avoir leur version et savoir si eux aussi ont subi des choses, tout en essayant de comprendre comment les médias japonais ont pu garder le silence sur toute cette histoire pendant des décennies entières. Alors moi je vais pas vous refaire le documentaire en entier, je préfère vous inviter à aller le voir par vous-même, c'est pas très long, c'est juste une petite heure, mais c'est vraiment ultra intéressant, et surtout ça vous donnerait vraiment toutes les informations nécessaires pour bien comprendre cette histoire. Donc vraiment n'hésitez pas, allez-y en complément de cette vidéo, elle est disponible sur internet, moi j'ai regardé en anglais, mais je pense que si vous cherchez bien vous trouverez sûrement des sous-titres français, donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Donc comme j'ai dit, moi je vais pas revenir sur tout ce qui est dit dans le documentaire, mais je vais quand même repasser rapidement sur certains passages, et je vous préviens tout de suite parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre dans la partie la plus difficile, parce que là on va revenir sur certains témoignages et ça peut être assez dur à écouter. En tout cas, ça a été vraiment le cas pour moi. Donc comme dit tout à l'heure dans le reportage, le journaliste il va donc à la rencontre de plusieurs anciennes recrues de Johnny's qui ont accepté de témoigner. Et ce qui m'a le plus choqué dans un premier temps, en écoutant tous les témoignages, c'est déjà à quel point tout le monde explique que Kitagawa, depuis le jour de leur première audition, leur avait toujours semblé être un homme super gentil, un homme qui prenait vraiment soin d'eux, jusqu'à ce qu'ils aillent dormir chez lui. Chose qui arrivait assez souvent d'ailleurs, à savoir qu'il avait fait construire tout un dortoir spécialement pour l'occasion. Parfois c'est parce qu'il était trop tard pour rentrer chez eux, parfois c'était pour continuer de travailler ensemble sur certains projets, à savoir que l'existence de ce dortoir dans la maison de Kitagawa, elle était connue de tout le monde, que ce soit les gens de l'agence, les médias ou même les parents des enfants en question. Non mais genre j'imagine, moi jamais je laisse ma fille dormir chez un vieux gars comme ça. Mais le plus choquant je pense, quand tu écoutes tous les témoignages, c'est que peu importe l'époque à laquelle les gens qui témoignent ont été confrontés aux agissements de Kitagawa, eh bien ils racontent tous, à chaque fois, exactement le même mode opératoire. Tokyo Shibuya 20h, appartement de Kitagawa. Les jeunes juniors se retrouvent après leur répétition, comme d'habitude chez Kitagawa, pour y passer la nuit, dans le dortoir qui a été mis à leur disposition. Au bout de quelques minutes, on entend des bruits de pantoufles approcher de la pièce. Le jeune Hayashi lui ne se doute de rien, malgré certains de ses camarades qui, eux, semblent retenir leur souffle. Soudain apparaît Kitagawa, qui va gentiment proposer au jeune Hayashi d'aller prendre son bain. Il commence à se faire tard, non ? Que dirais-tu d'aller te laver ? C'est une fois arrivé dans la salle de bain que Hayashi commence à se dire que quelque chose cloche, car Kitagawa est toujours là avec lui. Il commence à doucement l'aider à se déshabiller, un geste qu'il trouvera gentil au départ, avant de comprendre que Kitagawa n'a pas prévu de s'en aller. Accompagnant le jeune Hayashi jusque dans le bain où il commence à le laver lui-même, de ses propres mains. Ajoutant « Je pense que tu sais ce qu'il faut faire si tu veux réussir ». Et c'est une fois sorti que Kitagawa proposera cette fois au jeune Hayashi « Que dirais-tu d'aller te coucher maintenant ? Tu dois être bien fatigué, non ?» Avant de l'accompagner jusque dans son lit, où il commencera tout d'abord à le masser, avant de... Et je n'irai pas plus loin pour des raisons évidentes, je pense que vous avez tous compris. Je vous avoue, dans le reportage, tout ce passage là où Hayashi nous raconte son histoire, j'avais la gorge nouée tout le long, tellement tout ce qu'il nous raconte est horrible. Et le pire, c'est qu'encore une fois, ça c'est un témoignage parmi plein d'autres. Ensuite, dans le reportage, on y retrouve également Hiramoto Tsunya, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est celui qui avait parlé des agissements de Kitagawa dans son livre en 1996, et qui revient donc sur ce qu'il y avait raconté, en ajoutant un passage assez difficile, où il explique, comme j'ai dit tout à l'heure, que les parents des enfants en question étaient tous au courant de ce qui se déroulait dans les fameux dortoirs, mais que l'idée de voir leur enfant devenir une star potentiellement un jour leur faisait penser que c'était pas si grave que ça. Et ça vous fait bien comprendre le niveau d'emprise qu'avait atteint Kitagawa avec son système de machine à créer des stars. On le comprend d'ailleurs d'autant plus lorsque le journaliste interviewe des gens random dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensent de Kitagawa. Et le résultat, c'est que pour la majorité des gens, il a atteint un niveau tel qu'il est l'équivalent d'un dieu pour eux. He is God. He is God. C'était littéralement le grand créateur. Et ce qui ressort le plus de ce reportage, outre le fait que dès qu'on essaie de demander des comptes aux médias traditionnels, ceux-ci vous ferment directement la porte au nez, c'est à quel point parmi les personnes interviewées qui ont donc subi du harcèlement de la part de Kitagawa, beaucoup continuent malgré tout de penser du bien de lui, et d'exprimer tout le respect qu'ils ont envers sa personne. Et tout comme le journaliste dans le reportage, je vous avoue que moi aussi j'étais assez resté bouche bée en voyant à quel point l'emprise de Kitagawa sur ces jeunes était, même après sa mort, même
malgré le fait qu'ils aient jamais vraiment percé, eux, extrêmement forts. Au point que malgré ce qu'il leur avait fait subir, ils en arrivent quand même à conclure que c'était pas si grave que ça. Que malgré tout, Johnny c'était un homme bon, un homme en qui ils avaient encore beaucoup de respect, beaucoup de tendresse, et que ce qu'il leur avait fait, au final c'était pas si grave que ça. Je vous avoue, clairement, j'ai pas les mots. Enfin voilà, encore une fois, je vous invite sincèrement à aller voir ce reportage si l'affaire vous intéresse, surtout qu'il a, comme je vous l'ai dit, été le premier coup de poing, faisant ressortir l'affaire de l'ombre où elle était restée, et créant une première envolée médiatique de l'affaire à l'international, ce qui sera suivi par le réel élément qui va mettre une bonne fois pour toutes cette affaire sur le devant de la scène, la conférence de presse et le témoignage le 12 avril dernier de l'ancien Janis Jr., Kawan Okamoto. Alors normalement, si vous suivez de près ou de loin l'actualité concernant le Japon, vous n'avez pas pu passer à côté, tant c'est réellement ce qui a vraiment mis l'affaire sur le devant de la scène depuis plusieurs semaines maintenant. Kawan Okamoto, c'est donc un ancien Janis Jr. qui a exercé entre 2012 et 2016 au sein de la Janis, période pendant laquelle il sera pas mal mis en avant, participant au drama GTO ou encore à plusieurs émissions de manière assez régulière, tout en accompagnant d'autres groupes comme Sexy Zone entre autres. Et donc, pourquoi son témoignage est aussi important et différent des précédents, vous me direz ? Outre le fait qu'il est arrivé à peine quelques jours après la sortie du fameux documentaire de la BBC, en pleine période de doute autour de l'affaire, c'est surtout tout simplement le premier ex-Janis ayant une véritable carrière à avoir témoigné à visage découvert sur tout ce qu'il a subi. Il y décrit le même mode opératoire que cité précédemment, le dortoir, le bain, puis les attouchements, à savoir que Kawan explique avoir subi tout ça entre 15 et 20 fois pendant toute la période où il faisait partie de la Janis, tout en expliquant que clairement, c'était loin d'être le seul. Il explique qu'il s'agit de faits, que tout le monde le sait, et qu'il faut arrêter de faire comme si on ne voyait pas ce qui s'était passé durant toutes ces années, qu'il fallait à la place mettre en place des choses pour que ça ne puisse plus jamais se reproduire. Il a également invité toutes les autres personnes concernées à arrêter de se taire et à témoigner à visage découvert. Non, vraiment, sincèrement, le témoignage de Kawan, c'est vraiment le moment où on a senti que médiatiquement, les choses étaient en train de bouger. Parce que s'en est suivi une grosse pétition signée par plus de 16 000 fans demandant des comptes à la société Janis, et surtout qu'une véritable enquête soit ouverte. La déclaration de Kawan elle a d'ailleurs été suivie de près par celle de Hashida Yasushi, qui témoigne lui aussi à visage découvert, et admettra avoir été abusé par Kitagawa. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les choses bougent extrêmement vite depuis le reportage et la conférence de presse, chaque jour amenant de nouvelles pistes, de nouveaux témoignages, et surtout, tout ça, ça a amené à ce qu'il se passe quelque chose qui ne s'était jamais produit jusqu'à maintenant. Ouais, il aura fallu attendre 2023 pour que la société Janis, représentée aujourd'hui par sa nouvelle directrice, Fujishima Julie, qui est donc la nièce de Kitagawa, admette et s'excuse des potentiels agissements de son oncle, Johnny Kitagawa, pendant plus de 50 ans sur les jeunes recrues de la compagnie. Et ça, alors, ça paraît rien dit comme ça, hein, genre juste dire on est désolé, alors qu'on parle potentiellement de centaines de jeunes qui ont été abusés, c'est vrai que ça peut faire lever un sourcil. Mais quand on remet les choses dans leur contexte, le simple fait que la présidente de la société Janis aujourd'hui admette enfin que les accusations méritent d'être prises en compte et écoutées, ça change tout. Parce que ça plonge toute cette affaire dans quelque chose de beaucoup plus concret. Et surtout, ça amène à ce que plus personne n'ait à se cacher de ce qu'il sait. Fujishima Julie, via cette vidéo qui comptabilise déjà 10 millions de vues sur Twitter, elle a littéralement ouvert la porte au témoignage de toutes les personnes qui ont subi des actes de Johnny Kitagawa. Au moment où je vous parle, il se passe pas une journée sans que l'on ne parle de cette affaire à la télé, dans les journaux ou même encore sur YouTube. C'est clairement tout le secteur des médias, ainsi que la population entière du Japon qui a grandi avec tout ce que Kitagawa a mis en place, qui est touché par les événements récents. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes clairement qu'au début de ce qui est pour beaucoup déjà décrit comme le scandale du siècle, l'affaire Johnny Kitagawa, le prédateur sexuel le plus adoré du Japon. Donc sur ce, écoutez, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai beaucoup hésité, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous parler de cette affaire parce que déjà elle est extrêmement sordide. C'est des sujets dont il est assez difficile de parler de manière générale et surtout sur YouTube. Et aussi, je pense que vous avez compris avec la vidéo, je me disais qu'en parler, ça pourrait potentiellement me retomber dessus au niveau de mon travail ici au Japon. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, même là, au moment où je vous sors cette vidéo, j'ai encore un peu peur. Mais le sujet étant pas très rapporté en France et étant un sujet qui, comme vous l'avez compris, me touche tout particulièrement, je ressentais un peu au fondement en quelque sorte le devoir de vous raconter ce qui est en train de se dérouler actuellement au Japon. Dans tous les cas, je pense que là on est encore au début de cette affaire et que les prochains jours, les prochaines semaines nous apporteront de plus en plus de détails sur tout ça. Là pour l'instant, laissons les gens responsables de l'enquête faire leur travail et si le sujet vous intéresse, écoutez, je vous en reparlerai pour vous tenir un peu au courant de l'avancée des choses, que ce soit sur Twitch ou Instagram. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, partager la vidéo. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on vise les 200 000 abonnés pour la fin de l'année, je compte sur vous. Et voilà, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'était Mitsu.